Bonjour. C'est très impressionnant d'être là, je dois dire. C'est à la fois important parce qu'on se dit, en fin de compte, on n'a pas travaillé pour rien. Ou tout au moins, on va laisser une certaine trace de soi et de ses travaux. Enfin, de soi, c'est pas très, très important, mais tout au moins des travaux qu'on a poursuivis tout au long d'une vie. Mais redessiner, repenser, redérouler toute une vie, ce n'est pas facile. Et c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, on a travaillé sur des objets extrêmement divers. Et est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça? Est-ce qu'on peut, au travers de tous ces objets d'études qu'on a pris en main à un moment donné de son itinéraire professionnel, est-ce qu'ils ont un lien entre eux? Est-ce qu'ils ont une cohérence? C'est pas sûr, mais l'important, c'est peut-être de savoir pourquoi on a travaillé là-dessus et comment. Et c'est peut-être plutôt ça que j'aimerais dire. C'est pourquoi j'ai travaillé sur des sujets aussi différents que la parenté, le nucléaire, les nouvelles parentés, après avoir travaillé beaucoup sur la parenté traditionnelle. Mais peut-être ce que je devrais dire tout de suite, c'est que peut-être à la différence d'autres anthropologues que vous avez pu enregistrer, c'est que je travaille sur ma propre société. C'est-à-dire que je travaille en France, sur la France, et j'ai travaillé en particulier en Bourgogne du Nord, à Minot exactement. Et aussi après, j'ai travaillé en Normandie, en Basse-Normandie, à La Hague, et où, quand je suis arrivée à La Hague, il y avait une usine de retraitement des déchets nucléaires, mais je ne le savais pas quand j'ai décidé d'aller travailler là-bas. Et face à cette usine barbelée qui l'entourait, tout d'un coup, je me suis dit qu'en tant qu'anthropologue, je devais travailler sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on travaille à côté de ces établissements à haut risque? Comment est-ce qu'on on peut assimiler ce danger qui vous menace tous les jours? Et c'est pourquoi, tout d'un coup, lâchant la mémoire, l'histoire, lâchant la parenté, lâchant beaucoup de choses, eh bien, je me suis mis à travailler sur le nucléaire. Donc voilà comment, tout d'un coup, vous êtes rattrapé par des objets inattendus qui sont placés sur votre chemin et qu'en tant qu'anthropologue, vous devez prendre en main. Et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant dans notre discipline. C'est qu'est-ce que notre discipline a à dire sur ces objets-là? Qu'est-ce qu'elle dit de différent des physiciens, des chimistes, des géographes ou des sociologues? Voilà, c'est cette originalité que j'ai voulu toujours préserver dans mes travaux. C'est qu'est-ce que l'anthropologie dit de ces objets-là. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que ça part dans tous les sens? Est-ce que... Bon, après tout, pourquoi pas? Ça, c'est les aléas de l'histoire professionnelle. Alors, cette histoire professionnelle aussi, comment dire, elle est quand même très orientée, non pas tellement par ma personne, mes origines sociales, peut-être sans doute, mais qui ne fait pas écho dans son œuvre de sa trajectoire personnelle? Personne. Donc, c'est un peu, pour moi, en tous les cas, un peu accessoire. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais ce qui est important à montrer, c'est que peut-être les lieux institutionnels où j'ai travaillé, qui ont beaucoup orienté mes travaux. Parce que
j'étais au laboratoire d'anthropologie sociale, presque dès les origines. En 1962, le laboratoire a été fondé en 1960, laboratoire dirigé par Claude Lévi-Strauss, avec sous-directeur Isaac Tiva, etc., puis ensuite par Françoise Héritier. Et puis, j'étais membre de l'école des hautes études en sciences sociales. Alors, pourquoi c'était important? D'abord, l'école des hautes études, parce que c'est un lieu où il y a les membres, les chercheurs de l'école font des séminaires. C'est-à-dire des lieux où ils enseignent leurs propres recherches. Et donc, si vous voulez, c'est des espaces où vous devez constamment à la fois poursuivre des recherches et à la fois la restituer sous forme d'enseignement. Et donc, au fur et à mesure des changements de vos recherches, vos enseignements changent, mais aussi les étudiants sont différents, et peut-être que c'est ce qui explique la diversité des sujets que j'ai pu traiter. J'ai travaillé sur la littérature, et sur littérature et anthropologie, et puis, à l'école des hautes études, vous êtes confronté ou vous êtes en contact avec d'autres chercheurs, d'autres disciplines, et en particulier avec les historiens. Et à partir effectivement, vous pouvez faire des séminaires communs entre interdisciplinaires, entre historiens et anthropologues. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que j'ai fait avec André Burguière, avec Christiane Clapiche. Et c'est comme ça que, en travaillant ensemble sur un certain nombre de sujets, eh bien, on a décidé aussi de publier ensemble, d'où l'histoire de la famille, ou des numéros spéciaux de revues comme sur le nom, d'identité saisie à travers les anthroponymes, et aussi tout un ensemble de choses comme ça, de sujets qui ont pu être traités transversalement, en quelque sorte, transdisciplinairement. Et c'est peut-être aussi là, peut-être une des originalités de ces travaux, c'est que s'ils partent dans beaucoup de sens, c'est qu'ils ont été supportés par différentes disciplines et différents sujets. Que vous dire d'autre encore sur ces choix de travaux? Effectivement, quand vous êtes membre du laboratoire d'anthropologie sociale, dirigé par Lévi-Strauss, et la parenté va être un des grands sujets de recherche. Mais c'est pourquoi, dès les origines, quand j'ai été engagée au laboratoire, après avoir travaillé à Études rurales, de cette revue qui était une des revues du laboratoire, eh bien, j'ai été engagée dans une recherche collective qui était cette recherche tout à fait particulière, qui fait partie d'une de ces grandes recherches dont la France a peut-être, je ne sais pas, l'originalité ou la possibilité de lancer, qui ont été entre les années, disons les années 70 et les années 90, on a lancé des grandes recherches coopératives sur programme, c'est-à-dire des recherches qui étaient fondées sur un programme, mais qui étaient interdisciplinaires, où participaient des historiens, des sociologues, des folkloristes, des linguistes, et qui ont abouti à un certain nombre, dans certains lieux de la France, et où il y avait donc ces enquêtes à Plauzévet. Une des grandes enquêtes qui ont eu lieu, c'est d'abord la première, ça a été Plauzévet. Ensuite, il y a eu l'Aubrac, qui a donné lieu aussi à un certain nombre d'ouvrages. Et dans les années 70, on a lancé la RCP Châtillonnais. Et Claude Lévi-Strauss, directeur du laboratoire, a été membre de la commission de ces RCP, et il a demandé à ce que son laboratoire
ait en charge une monographie de village. Et c'est comme ça qu'il a demandé à Kiva, qui était le sous-directeur, enfin le directeur adjoint du laboratoire et spécialiste des sociétés européanistes, donc, de poursuivre au sein du laboratoire cette recherche coopérative sur programme à Minot. Et c'est comme ça qu'on a choisi le village de Minot, qui est un village de Bourgogne du Nord, où devait se dérouler une monographie de village. Et c'est comme ça que que Kiva a décidé que le laboratoire allait faire une monographie de village, mais quand nous sommes partis, Kiva ne voulait pas faire du terrain, et il a demandé donc à un certain nombre de membres du laboratoire, parce qu'il avait une certaine équipe autour de lui, ceux qui voulaient bien participer à cette enquête de Minot. J'ai accepté, j'ai demandé à en être, et en même temps, il y a eu d'autres membres du laboratoire ou d'autres personnes avec qui on était en contact, qui ont dit « Oui, ben voilà, on va aller travailler dans ce village ». Et quand on a commencé à travailler à Minot, donc nous étions quatre femmes. On pourra se poser la question de savoir pourquoi nous n'étions que des femmes, mais c'est encore une autre question. On a décidé que faire une enquête monographique ne nous intéressait pas particulièrement. Que la structure monographique traditionnelle qui était l'histoire du village, la géographie du village, l'organisation sociale du village, tous ces aspects-là nous semblaient trop restreints pour comprendre ce qui nous apparaissait comme beaucoup plus important dans ce village, c'était le quotidien, de ce qui s'y passait au quotidien, mais dans beaucoup de domaines. Et c'est comme ça que chacune d'entre nous a décidé de prendre un thème, et au lieu de faire une monographie de village, on a écrit chacun un livre sur Minot, sur des thèmes différents. Moi, c'était la mémoire, la parenté. Yvonne Verdier, c'était le travail de certaines femmes qui président au destin des classes d'âge, en quelque sorte. Marie-Claude Pingot, c'était la transmission des patrimoines, les agriculteurs, comment se sont organisés les travaux agricoles dans cette société, dans ce village. Pour Tina, ça a été les rituels qui se mettaient en place au travers de la chasse ou la cueillette, etc. Donc vous voyez, on a travaillé collectivement, c'est-à-dire que ce qui peut être tout à fait original, c'est qu'on a engrangé toutes nos données qu'on a recueillies parce que nos sources de connaissances étaient extrêmement nombreuses. Elles allaient de l'entretien direct avec des interlocuteurs jusqu'à la recherche dans les archives, jusqu'à l'étude des généalogies, enfin des papiers personnels que chaque groupe, chaque famille possédait, d'aller aussi se promener dans le village et faire le tour du cimetière, par exemple, et enregistrer ce que nos interlocutrices, parce que c'était souvent des femmes qui étaient avec nous, nous disaient sur les tombes et pourquoi elles étaient comme ça, etc. Donc voilà, toutes ces... Et tous ces travaux, enfin tous ces entretiens, toutes ces sources de connaissances, on les a mis en commun. Et puis chacune a puisé dans ses sources pour écrire son travail, son propre travail. Et peut-être c'est ça une des grandes originalités de Minot, que peut-être on n'a pas nous-mêmes compris tout de suite combien c'était original.
de cette mise en communauté des données et en même temps d'écrire chacune pour soi des travaux. Parce qu'effectivement, on avait des trajectoires professionnelles. Yvonne Verdier devait faire sa thèse. Et une thèse, c'était une thèse personnelle. On ne pouvait pas faire à l'époque des thèses de groupe. Donc il fallait qu'elle ait son travail. Donc voilà, il fallait qu'elle fasse ça. Tina avait moins de besoin de s'inscrire institutionnellement. Moi, j'avais déjà ma thèse, donc je n'avais pas besoin non plus de poursuivre un travail très institutionnel. Donc j'ai pu choisir le thème qui m'intéressait, d'où effectivement des études sur la parenté, des études sur la mémoire, comment cette société qui s'inscrivait dans ce petit village avait intégré l'histoire nationale, par exemple. Donc, ces façons dont l'histoire nationale se répercutait au sein du groupe. Et puis aussi, surtout, peut-être ce qui a déclenché ensuite et qui se poursuit encore, puisque je travaille toujours dessus, mais sur des aspects très différents, la parenté. Effectivement, c'est à Minot que j'ai commencé à travailler sur la parenté, mais non pas comme les démographes avaient travaillé au travers les états civils, ou bien les historiens aussi qui avaient travaillé sur les anciens registres, etc. Mais en m'apercevant que je pouvais travailler sur ces sociétés exactement comme mes collègues exotisants travaillaient quand ils étaient au fin fond de la brousse brésilienne ou je ne sais pas trop où, ou en Afrique. C'est-à-dire en faisant oralement des généalogies avec mes interlocuteurs de terrain. Et c'est en les écoutant parler de leurs parentés, de nommer leurs parents, comment ils les nommaient, comment ils s'appelaient entre eux, et pourquoi ils s'appelaient, et qu'est-ce qui était pour eux un parent, et où s'arrêtait pour eux leur parenté, par exemple. Et donc de mettre aussi, c'est comme ça qu'on a pu mettre en avant et montrer que peut-être que dans nos sociétés, en tous les cas dans les sociétés encore villageoises, la parenté organisait d'une certaine façon encore les mariages, qu'ils allaient tenter, au travers leur propre mémoire de la parenté, de renouer, d'où ces renchaînements d'alliances que nous avons étudiés et que nous avons montré comment, au fond, la parenté, comme dans les sociétés semi-complexes ou dans les sociétés originelles, enfin, primitives ou dites primitives, la parenté organise l'alliance. Et peu à peu, donc, en continuant à travailler sur cette parenté dans d'autres lieux, dans d'autres... j'ai pu suivre d'une certaine manière comment, peu à peu, la parenté, par l'ouverture sur la société globale, va se transformer et va changer. Voilà, c'est un peu et par exemple, quand j'ai travaillé ensuite en Normandie, après, non plus là sur le nucléaire, puisque après avoir publié mes travaux sur le nucléaire, j'ai repris en Normandie mes travaux pratique, enfin, en quelque sorte, que j'avais poursuivi à Minot. Et j'ai recommencé, là encore, à travailler sur la parenté, sur la façon dont ils parlaient de leur parenté, de la façon dont ils la nommaient, là encore. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, aussi bien en Bourgogne qu'en Normandie, existaient encore des façons
de nommer les parents qui sont différents de ce que dans d'autres régions ou dans d'autres univers sociaux, la parenté est parlée et nommée. Donc il y avait aussi cette diversité de la façon dont on peut parler de la parenté et dont on va se servir de la parenté. Mais aussi dans cette société de La Hague qui s'ouvrait beaucoup au travers justement l'industrialisation et la globalisation, eh bien j'ai aussi été confrontée aux nouvelles parentés. Et c'est à La Hague, rencontrant une famille de Normands, enfin, vraiment de Normands traditionnels qui étaient là depuis des générations et qui avaient pourtant adopté 3 sœurs coréennes, d'origine coréenne. Et cette famille m'a frappée parce que comment est-ce qu'au fin fond de la France profonde, en fin de compte, une famille va chercher à adopter des enfants aussi lointains, alors que on sait très bien que l'adoption dans notre société, d'abord elle existe que depuis après la guerre de 14, et autrefois on ne pouvait pas adopter des enfants, et que comment est-ce que cette parenté qui à travers l'adoption internationale se marque et s'inscrit dans la généalogie de mes Normands. Et après avoir... Donc j'ai travaillé très longtemps avec eux, interrogeant les filles coréennes, leurs filles, interrogeant les parents, comment et pourquoi ils avaient... et comment ils s'y étaient pris pour faire en sorte que ces filles deviennent des Normandes, en quelque sorte, puisqu'elles me disaient, elles, qu'elles étaient normandes et qu'elles ne voulaient plus entendre parler bon, bien qu'elles aient gardé des relations avec leurs parents biologiques coréens, ce qui est tout à fait intéressant. Et donc, voilà, j'ai commencé à travailler là-dessus, et c'est comme ça que, d'ailleurs, j'ai rencontré aussi Chantal Collard, qui travaillait à l'Université de Montréal, et aussi sur l'adoption à Haïti. Et on a commencé à travailler ensemble, et depuis, on n'arrête pas, puisque on vient de publier donc un petit que sais-je après avoir publié des articles en commun sur justement les nouvelles parentés, la façon dont qu'est-ce qui fait le fond commun de ces nouvelles parentés, que ce soit l'adoption ou la procréation médicalement assistée avec le don de spermatozoïdes ou le don d'ovules, etc. Eh bien, on a compris que toutes ces parentés avaient en commun d'être hors sexualité du couple qui va devenir le père et la mère. Et donc, c'est comment, à ce moment-là, refaire procréation, refaire filiation avec ces enfants qui vous ont été donnés par d'autres, en quelque sorte. Et c'est tout le travail que nous poursuivons aujourd'hui, en montrant que c'est eh bien d'abord en nous appuyant sur ce qu'on connaît des sociétés lointaines, des sociétés dites exotiques, que ces façons de faire parenté existaient déjà. On pouvait très bien qu'il y avait des sociétés où la procréation n'était absolument pas fondamentale pour créer de la parenté. Mais qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que d'autres substances, d'autres formes de relations se mettent en place pour qu'il y ait parenté. Donc on peut sauter sur faire fi de la sexualité, faire fi en quelque sorte du biologique, mais
pas complètement du relationnel et pas complètement d'une certaine corporéité. C'est-à-dire que cette relationnelle, elle s'inscrit dans le corps, par les substances, par la nourriture qu'on va donner, par la- l'amour, l'affection, toutes sortes de liens symboliques ou pratiques qui vont se mettre en place entre les enfants et les parents d'intention. Et donc c'est effectivement, si vous voulez, le fait de pouvoir montrer que dans d'autres sociétés, ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui a déjà été connu et fait dans d'autres lieux, ben pourquoi ça ne se passerait pas chez nous? Alors qu'effectivement, le mariage homosexuel, le mariage pour tous, dans bien d'autres sociétés exotiques, on connaît ces formes d'apparentement, d'alliance aussi. Donc on n'a rien inventé, et ça ne veut pas dire que si ça se fait ailleurs, on doit le faire automatiquement, de la même façon, etc. Mais enfin, ça nous donne aussi quand même une certaine leçon si ça existe ailleurs, pourquoi est-ce que ça n'existerait pas chez nous? C'est donc une sorte de notion d'humilité en quelque sorte. Nous n'inventons rien. Nous pratiquons ce que d'autres ont déjà fait, et peut-être que c'est une leçon que les anthropologues peuvent donner à notre société d'aujourd'hui.